Eh ben, ça fait un moment que je n'avais pas fait un facepalm comme ça, moi. Donc, l'histoire se poursuit, et je vais dire un truc, les 5-6 premières minutes s'enchaînent beaucoup trop vite. Et c'est assez bizarre pour une série qui jusqu'à présent était du gros remplissage qui ralentissait les choses. Là, ça va tellement vite. Donc, ça se passe donc après que nos mercenaires du conseil de l'empereur prennent le dragon jaune à Esteban et compagnie. Alors, c'est juste le chef des mercenaires qui se barre, tandis qu'il laisse les autres s'occuper de nos héros. Et ça dure quoi? 10 secondes. À peine il est sorti, nos héros profitent d'un moment de relâchement pour se libérer. Il y a Mendoza qui assomme les autres et voilà, Esteban arrive à sortir à temps pour pouvoir suivre le type. Et je veux dire, ça prend 10-15 secondes, ça. C'est un truc qui, en termes de mise en scène, méritait d'être mieux amené, ça c'est clair. Et ça fait un peu passer nos mercenaires pour des pranks, pour changer, tiens. Et c'est pas super logique avec ce qu'on a vu à la fin de l'épisode précédent, parce qu'il y avait plusieurs mercenaires et qui tenaient tout le monde en joue sous le coup de leur lance. Mais Mendoza arrive à s'en défaire d'un d'entre eux et ça règle le problème. Non mais sérieusement, devrait y avoir d'autres mercenaires un peu plus loin qui menacent d'autres personnes, ce qui devrait empêcher Mendoza de vraiment être libre de ses mouvements, mais non. Il y a besoin qu'ils se défassent de ces gens-là, faut pas que ça dure ce truc-là. Donc on trouve une excuse facile pour qu'ils soient plus sous le joug de ces mercenaires. Et apparemment, ils feront rien pour les mercenaires. Les mercenaires vont se barrer ou je sais pas quoi, puisque on les revoit plus après. Donc voilà, c'est à 15 secondes. Puis après, on a un moment pas trop mal où Esteban piste un petit peu notre chef de mercenaires qui travaille pour le conseil de l'empereur et arrive à le retracer jusqu'au palais impérial où donc il peut entrer parce qu'il a un pass et il se cache dans un chariot de comédiens chinois, ça on y reviendra sur cela, pour pouvoir entrer lui-même dans le palais impérial. Et tandis que Tao et Zia l'observent et n'ont pas pu s'infiltrer avec lui. C'est là qu'il faut faire un peu attention à la chronologie parce que c'est un peu n'importe quoi. Tao et Zia viennent prévenir Mendoza et compagnie de ce qui se passe. Et c'est là que le chef des moines, qui j'avais pas remarqué était en fait le précepteur du prince qu'on avait vu au début de l'épisode précédent, a compris qu'Esteban était dans le palais impérial et donc que c'était un petit peu coton pour l'en faire sortir, c'est pas un endroit où on peut se rendre comme ça. Donc étant donné que lui il a un pass puisqu'il est le précepteur du prince Zhou, il se dit qu'il va s'y rendre. Et alors, gardez bien ça en tête, le temps qu'il ait toute cette étape de réflexion-là, Esteban a à peine eu le temps d'arriver au palais dans son chariot. Chariot qui n'est pas du tout gardé par les comédiens au passage, par personne, et au bout d'une minute à peine, 30 secondes une fois sorti du chariot, il se fait repérer et une minute à peine après avoir été repéré, même pas, hein, quoi, il se barre dans les couloirs du château et ça prend même pas une minute. On voit que le chef moine, le moine en chef, est déjà revenu au palais impérial par magie, connaît la téléportation, je sais pas, et il parvient à mettre les soupçons ailleurs, à dire que non, en fait, le garçon que vous avez vu, il était avec moi, ou je sais pas trop quoi, de façon à noyer le poisson. Waouh! Je veux dire, le mec s'est rendu compte juste avant, il a un gros train de retard sur Esteban. Esteban n'a pas eu le temps de souffler, et pourtant il était là, ils font comme s'il était là avant lui. C'est quoi ce délire? La temporalité très bizarre, et ça va beaucoup trop vite pour ce que c'est. Vous auriez dû, sincèrement, laisser respirer un peu certaines scènes, faire découvrir davantage à Esteban le coin, montrer la transition comme quoi le moine en chef et entrer lui-même dans le palais impérial en étant pressé, etc. Et donc ça aurait amené beaucoup plus de fluidité dans la narration, dans l'enchaînement en effet. Là, c'est pas que c'est mauvais ce qui se passe, c'est juste que c'est mis en scène d'une façon qui n'est pas du tout
fluide. Et donc ça n'aide pas du tout à être pris dedans. C'est là que le moine dit à Esteban qu'il faut le cacher et pas tarder à le sortir de là, parce que si jamais il est découvert, ils seront exécutés tous les deux, c'est-à-dire Esteban parce que c'est un étranger qui ne devrait pas être là, et le moine parce qu'il a aidé à se cacher, donc il serait complice. Donc Esteban, qui est quand même un tout petit peu sage, accepte ça, c'est pas juste quelqu'un qui va se dire non, il faut qu'on aille trouver le dragon jaune. Dragon jaune, au passage, qui n'a absolument aucune signification pour nos grands méchants de cet arc. Je m'étais dit, peut-être qu'il y a une espèce de signification, il recherche quelque chose, ce conseiller de l'empereur. Non. On voit son second, j'imagine, lui remettre le dragon jaune, et il dit « Oh, c'est dingue, un dragon à six griffes, je vais donner ça à l'empereur, il va m'être très reconnaissant. Youhou. » C'est tout, c'est juste une sorte de petit malfrat qui profitait de votre pouvoir pour avoir des richesses, pour piétiner sur les autres, pour leur prendre des trucs comme ça qui vous passent sous la main. Genre, vous avez juste entendu les deux gros pecnos parler d'un dragon d'or, et vous vous êtes dit, ok, il y a moyen de leur piquer ce truc-là. C'est ça votre motivation en fait. Il n'y avait rien de plus par rapport à ça. Wouh! Moi qui pensais qu'on allait avoir des méchants de passage un petit peu plus subtils, un petit peu plus complexes que ceux des deux arcs précédents, ben non, hein, Enfin bref, la conversation entre Esteban et le moine est entendue par le jeune prince Zou, qui donc décide de jouer un petit tour afin que ce soit lui qui soit sorti du palais et pas Esteban, malgré le fait qu'il sache, il a entendu leur conversation, que si on découvre qu'Esteban est dans le coin, Esteban sera exécuté, mais également son précepteur, le précepteur qui était plutôt sympa avec lui. Donc ça ne le dérange pas de les mettre en danger. Hein. C'est un truc par rapport à ce prince, c'est que au début, autant dans l'épisode précédent, il me laissait pas une grande impression, il avait des aspirations très basiques, mais là c'est vraiment un sale connard. Mais vraiment, un sale gros connard, hein, ce petit prince. Hein. Il mérite un petit peu des baffes, celui-là. On y viendra quand ça se passera. Mais donc, ouais, il se déguise comme Esteban, en portant une espèce de grand chapeau qui couvre bien son visage de façon à ce qu'on fasse le suspense. Est-ce que c'est bien Esteban ou pas? Bien entendu que c'est pas lui, hein, sinon on ferait pas de suspense, hein, on cacherait pas son visage comme ça. Et donc, ouais, le moine se fait avoir comme un bleu. Et donc le prince Zou se retrouve au temple, tandis que le moine se rend compte en fait que ça a été qu'il a été échangé avec Esteban au moment où il retourne dans le palais impérial et qu'il voit qu'Esteban était enfermé dans un coffre par le prince Zou. Alors, ça mène deux trucs en parallèle, c'est-à-dire l'histoire avec Esteban qui doit un peu se fondre dans le palais en se faisant passer pour le prince Zou, et l'histoire avec le prince Zou qui veut découvrir un peu le monde parce que j'aime pas être enfermé tout ça, et Mendoza qui se dit non, on va pas risquer ça, on le garde dans le temple de façon à ce qu'il puisse retourner dans le palais sans qu'il y ait de problème. On va commencer par cette deuxième partie. Mendoza assigne Sancho et Pedro comme garde de sa chambre. Voilà, juste un truc, Mendoza. Tu le sais que ce sont deux branques. Tu le sais qu'ils vont foutre les choses en l'air. Tu pourrais arrêter d'être un peu con, s'il te plaît. Sérieusement, arrête de leur confier des trucs un peu importants. Ils sont juste là pour meubler. Mais quelqu'un qui soit un tant soit peu compétent dans ce genre de rôle, s'il te plaît. Parce que bien entendu qu'ils vont faire les cons, bien entendu qu'ils vont bailler au corneille, dormir sur la poste de garde, il va se barrer, c'est évident. C'est ce qui se passe, quoi. Il essaye de convaincre Zia en surjouant la tristesse, et à ce moment-là, ça sert absolument à rien, puisque Sancho et Pedro dorment comme deux blaireaux, et ils se barrent, suivis par Zia. Et voilà, donc ça mène tout un moment où il veut découvrir la ville, mais les gens le connaissent pas, hein, personne ne le reconnaît alors qu'on l'a reconnu dans le temple. On va dire que c'est parce qu'ils connaissent le précepteur du prince, c'est pour ça qu'ils le reconnaissent, mais le petit peuple, non, le reconnaît pas du tout. Et donc il se comporte comme un sale con qui connaît pas les principes de base de la politesse. Son précepteur lui a pas appris grand chose apparemment à ce niveau-là. Et
Donc, au bout d'un moment, il se dit, ah, j'ai faim, il pique une brochette qui est préparée par un vendeur. Il se dit, eh, c'est dégueulasse, tata. Étant donné qu'il a absolument rien pour payer, évidemment, on nous la joue Aladdin avec, ah, tu n'as pas de quoi payer, je vais te couper la main. Waouh, déjà, c'est bien que vous osiez faire parler de ça, c'est déjà une bonne chose. Et ça se termine là-dessus. C'est ce petit cliffhanger sur lequel on termine l'épisode. Ouais, j'ai juste dit cliffhanger avec des gros guillemets parce que waouh. Bien entendu qu'il va pas se faire couper la main, ils vont se faire sauver par ci ou ça, je sais pas quoi. Donc, du côté d'Esteban, étant donné qu'il peut pas se rebarrer comme ça, parce qu'il y a besoin que le prince fasse acte de présence, d'une part pour une pièce de théâtre chinoise, c'est pour ça que les comédiens sont là, et ouais, c'est le moment qui va faire un énorme facepalm. Alors déjà, ça commence très bien avec nos acteurs qui en font mais des caisses de façon insultante. Et je veux dire un truc par rapport à ce qui s'est passé avant, lorsque Esteban faisait des wouhou. Je me dis, ok, c'est pas subtil du tout et peut-être légèrement insultant, mais ce sont des étrangers à une culture qui essayent de la singer cette culture. Donc ça, c'est pas trop grave. Ça, c'est pas ultra insultant si ça ressort comme étant une parodie qui est un peu bébête de leur part. Par contre, quand ce sont des vrais représentants d'une culture qui la font de façon parodique et qui la font tourner en ridicule, cette culture-là, c'est particulièrement insultant. C'est particulièrement insultant parce que là, ils en font réellement des caisses. Je ne connais pas exactement en détail le théâtre chinois, mais je suis quasi certain que les acteurs font pas des têtes poussant. C'est ce genre de conneries qu'ils font, hein. C'est ce genre de conneries qu'ils font. Déjà, alors, Esteban, qui ne connaît absolument rien, de toute façon, comme le prince, il le dit lui-même, le moine, donc c'est pour ça qu'il peut quand même faire illusion. Parce qu'il porte un masque aussi, au passage, hein, bien entendu. Hein, s'il portait pas un masque, hein, ça serait complètement foiré. Ouais, au passage, les autres sont maquillés, lui, il porte un masque. C'est une chance hein, que ça arrive. Et donc, ouais, il n'y connaît rien, il essaye un peu de suivre le mouvement stupide qu'on montre, mais il n'y arrive pas trop. Et c'est là qu'il décide d'improviser en chantant la gigue des marins. Sérieusement. Ah mais ça, c'était plutôt du rire jaune qu'autre chose, hein, faut dire ce qui est, mais... Nom de Dieu. Ah ouais, donc il chante la gigue des marins, je n'ai pas parlé, mais c'est une espèce de chansonnette qui est dite pour la quatrième ou cinquième fois depuis le début de la saison. C'est-à-dire, ouais, c'est la gigue des marins qui se lèchent l'arrière-train. Oh, 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 oh. C'est marrant au début, hein, mais ça commence à devenir un petit peu lourd à répéter ad vitam aeternam. Et c'est pas exactement ces paroles-là au passage, hein. Je dis ça comme ça, je ne connais pas par cœur. Donc, ouais, ils chantent ça, quoi. Un truc qui n'a absolument rien à voir avec la culture chinoise. Pendant 45 grosses secondes. Et ouais, super malaise. Le truc complètement débile, c'est que ça marche. Genre, il fait ses petits pas de danse qui vont avec. Les autres comédiens le suivent, même s'ils sont pas censés connaître, mais merde. C'est pas la gigue des marins, c'est un truc international peut-être, je sais pas. Et voilà, l'empereur est content. Son fils a fait une bonne chorégraphie par rapport à ça. Waouh! Ben, pire remplissage que j'ai jamais vu, hein, pour l'instant. C'était affligeant. C'était affligeant. Donc, c'est pas tout à fait terminé parce qu'il doit en continuer à se faire passer pour le prince parce qu'il veut pas sortir de nuit pour une raison X. Et donc, ouais, coup de bol pour lui, les servantes qui doivent le baigner n'ont pas le droit de le regarder. C'est très sympa. Lui, le moine, son précepteur, a le droit de le regarder, de voir son visage, mais ses servantes n'ont même pas le droit de le regarder. Et elles doivent le laver en ayant tout le temps les yeux fermés.
Et ils reposent là-dessus, hein. Ils se disent, ok, très bien, il n'y aura pas de problème, elles vont garder les yeux fermés tout le long et ne remarqueront absolument aucun problème par rapport à ça, hein. Je sais pas, moi je serais à leur place, il y a une chance pour que elles clignent de l'œil, à un moment donné elles ouvrent les yeux, genre 2 secondes histoire d'eux, et qu'elles se rendent compte, tiens, c'est pas du tout la même personne, pas du tout le même facial, pas tout à fait la même coupe de cheveux. Au passage, elles sont censées lui laver les cheveux, mais ils ont pas la même coupe de cheveux, enfin bon, bref. Mais c'est pas logique du tout, quoi. Ça se tient pas la route une seule seconde. Alors je sais pas si c'est comme ça que c'était censé marcher aussi, avec les jeunes princes, si les serviteurs n'avaient pas le droit de les regarder. Mais même, si c'est le cas, je trouve ça complètement ridicule et forcé. Donc ouais, il arrive à faire illusion. Comme ça. Voilà. Ah oui, au passage, j'en ai pas parlé, mais il y a un truc tout con aussi, qui m'a toujours fait bizarre dans énormément d'œuvres. C'est-à-dire que on est bien d'accord qu'Esteban et le prince Zou n'ont pas la même voix. Donc au moment où Esteban se met à chanter C'est logique des marins, et ben il devrait pas reconnaître que c'est pas la voix de son fils, l'empereur. J'en sais rien, ou alors il se parle jamais. Personne reconnaît que c'est pas la voix du prince Zou, ça. Et le seul bon truc que j'aurais à vraiment retirer de cet épisode, c'est le petit suspense qu'on fait autour de Zarès, qui décide, je sais pas, poussé par l'Aurical, j'en sais rien, il doit avoir une boussole en Aurical que comme Ambrosius, de visiter le nef d'Ambrosius, quoi. Donc il trouve le nef d'Ambrosius, il commence à le visiter, et c'est à ce moment-là qu'Ambrosius dit qu'il a besoin de vérifier certaines choses dans son nef, et invite Tao à le faire pour qu'ils fassent des recherches ensemble. Et donc au moment où Zarès inspecte le nef, Ambrosius et Tao s'apprêtent à entrer dans le nef, et donc ça promet peut-être une confrontation sympathique entre ces trois-là. Donc ça promet quelque chose. Le reste, c'était pas bien. C'était pas bien. Soit c'était mal mis en scène, soit c'était affligeant. Et j'imagine que le prince Sou va avoir un développement, qui va apprendre à devenir plus humble, ce genre de conneries. Ouais, j'ai déjà vu ce genre de choses. C'est pas un genre de personnage qui qui est très intéressant. Après, j'en sais rien, peut-être qu'ils arriveront à le développer de façon un peu plus originale que ce qu'on fait d'habitude, mais j'ai le sentiment que non. En tous les cas, pour l'instant, je dirais que c'est l'épisode le moins bien réussi de toute la série. J'espère que ça se rattrapera un peu pour l'épisode suivant. À bientôt pour l'épisode 13. Bye.